à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous sommes ensemble pour quasiment une heure au cours de laquelle on va évoquer l'un des enjeux les plus importants actuellement et dans les années à venir pour le secteur du bâtiment. Je veux parler bien sûr du développement durable, des lois, des certifications existent depuis maintenant un certain nombre d'années pour faire entrer la filière dans une nouvelle ère. Et il y a cette nouvelle réglementation, la RE 2020, qui s'appliquera au 1er janvier prochain et qui constitue finalement une nouvelle étape et une nouvelle exigence pour ce secteur. Cette loi, elle porte d'abord l'ambition de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et dans ce domaine, des industriels n'ont pas attendu les différentes lois pour s'engager dans des démarches d'économie circulaire afin de réduire les impacts environnementaux de leurs produits. C'est le cas de Derbigum et de Rockwool qui sont à l'initiative de ce rendez-vous aujourd'hui. Je vous présente d'abord nos invités qui sont avec nous pour une heure. Benjamin, bonjour, Benjamin Dugère, vous êtes le directeur France de Derbigum. Bienvenue à vous. À vos côtés, David Lemoine. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes formateur chez Rockwool depuis maintenant 2 ans. Vous assurez la formation auprès des artisans et professionnels du bâtiment sur la qualification RGE. Et vous avez été pendant 16 ans, c'est ça? C'est ça. Commercial donc, chez donc Rockwool. Vincent Brère à vos côtés. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence Nantes Pouget Consultant, très connu dans le milieu je crois, un bureau d'études spécialiste de la thermique des bâtiments, un bureau qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, c'est ça? Exactement. Et puis il nous rejoindra également tout à l'heure Renaud Sanglier qui est chargé d'affaires chez Eleven, qui est un bureau d'études techniques spécialisé plus particulièrement depuis 20 ans dans les domaines du clos et du couvert, du génie climatique et des problématiques structurelles. Au cours de cette émission, on va évoquer les démarches bien sûr engagées par Rockwool et Derbigum depuis très longtemps pour rendre leurs produits recyclables et à faible impact. Et puis on évoquera aussi cette fameuse RE 2020 qui fait beaucoup parler. Et puis vous qui nous suivez derrière les écrans, vous pouvez bien sûr participer à ce rendez-vous en posant vos questions sur l'adresse mail qui va s'afficher maintenant et que vous reverrez d'ailleurs tout au long de ce rendez-vous, rockwoolderbigum@gmail.com. Voilà, je vous ai tout dit, on va pouvoir rentrer tout de suite dans les débats, dans l'échange donc avec nos invités. Benjamin d'abord et David, je voudrais qu'on connaisse un peu mieux d'abord vos entreprises. Benjamin, un mot d'abord sur Derbigum, une entreprise belge, c'est ça ? Absolument. Ouais. Donc, Derbigum est un groupe familial belge qui a été créé il y a bientôt 100 ans. C'est un groupe qui est aujourd'hui un acteur mondial dans le monde de l'étanchéité. On est 350 personnes réparties dans différents bureaux de vente. On a couvert, on a l'habitude aujourd'hui de dire qu'on a couvert à peu près 600 millions de mètres carrés de toiture. Quand même. Quand même. Et voilà. en France? Et en France, on couvre à peu près 1 million de mètres carrés par année. David, quelques mots également sur Rockwool concerne bien votre entreprise. Oui, donc qui est connu évidemment dans le milieu. Oui, le groupe Rockwool est d'origine danoise, implanté en France depuis 1978, leader mondial de la laine de roche, aujourd'hui présent sur une quarantaine de pays, et nous produisons principalement des isolants pour le bâtiment. Qui sont réputés pour leurs propriétés thermiques, bien sûr. On reviendra évidemment sur les caractéristiques de vos produits tout à l'heure. Vincent Brère, je voudrais d'abord qu'on parle de la RE 2020 pour planter un peu le décor, parce que si on est là, c'est aussi parce qu'il y a cette réglementation qui arrive auquelle les professionnels du bâtiment et les industriels doivent évidemment s'adapter. Comment d'abord le secteur appréhende-t-il 3 mois avant l'entrée en vigueur l'arrivée de cette loi? C'est la panique, on y est quand même très préparé globalement. Pas tant que ça, je pense. Je pense qu'il y a vraiment un mélange d'excitation, d'agir encore plus pour décarboner la construction. Ouais. Et puis un peu d'appréhension quand même, parce que c'est un certain saut dans le vide en termes de connaissance de cette nouvelle méthode, et principalement autour des données environnementales et de la quantification du carbone dans les bâtiments. Vous diriez globalement que le secteur est bien préparé ou qu'il s'y prend un peu à la dernière minute? J'ai quelques doutes sur la préparation quand même. Enfin, ça dépend si on parle là aujourd'hui, on parle des acteurs industriels qui sont, je pense, qui se sont. Mais les porteurs de projets aussi. Mais les porteurs de projets et la maîtrise d'œuvre, je la sens un peu en attente encore par rapport à l'application qui va arriver dans les prochains mois. Parce qu'il y a eu la RT 2012, il y a la RE 2020. On est quoi? Sur de la continuité? On n'est pas sur une rupture, mais on est quand même, vous disiez, sur un grand saut quand même. Dans le vide, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. Il y a un grand gap entre les deux.
Oui, alors il y a eu... On était plutôt sur le thermique avant, là on est vraiment sur l'environnemental et le carbone. Voilà, depuis que les réglementations thermiques existent, on s'est focalisé sur les kilowattheures, sur l'énergie. Ouais, bien sûr. Depuis 2017, par contre, il y a eu une phase d'expérimentation qu'on a appelée E+C-. Exactement, c'était un label en fait. C'était un label, une expérimentation qui a été voulue par les pouvoirs publics justement pour préparer l'arrivée de la RE 2020. Donc le E pour l'énergie et le C pour le carbone. C'était plutôt intelligent d'ailleurs comme démarche. C'était très intelligent et heureusement qu'on a fait ça pour justement préparer une partie de la profession, de la filière à cette nouvelle ambition bas carbone. Et globalement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de bâtiments, je ne vais pas vous demander un chiffre précis, mais qui ont été E+, C-, et surtout le C- d'ailleurs qui compte? Il y a eu des efforts donc. Il y a eu beaucoup de bâtiments, je n'ai pas en tête les chiffres, mais quand même des milliers de logements et des 30 000 ou 50 000 mètres carrés de bureaux quand même qui ont été testés dans ces conditions-là. Au 1er janvier, seuls les bâtiments neufs seront concernés, on est d'accord, hein, dans un premier temps en tout cas. Oui, alors les bâtiments neufs résidentiels. Résidentiel. Au 1er janvier. D'accord, pas le bureau encore. Le bureau en juillet 2022 et l'ensemble des bâtiments neufs toujours, on ne parle que de construction neuve, en janvier 2023. Pourquoi est-ce que le bâtiment, il est tant en première ligne finalement des objectifs de neutralité carbone? Le bâtiment, c'est entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national, donc forcément ça pèse un peu. Il y a la construction neuve qui pèse une petite part, mais il y a derrière aussi tout ce qui est bâtiment existant, qui est un autre sujet, mais qui va se faire embarquer aussi dans cette approche environnementale. Quand on parle de diminuer l'impact carbone des bâtiments, c'est ce que dit la loi, on parle de quoi précisément? Est-ce qu'on parle de l'exploitation uniquement? Expliquez-nous ce que ça recouvre précisément. Alors il y a deux indicateurs. Il y a un premier qui s'appelle IC Construction, où là on va compter donc toute l'empreinte carbone de tous les produits de construction qui sont mis en œuvre sur le bâtiment et sur 50 ans de leur exploitation. De l'exploitation. 50 ans. Ouais. 50 ans. Ça c'est la partie enveloppe construction. Et il y a l'indicateur IC Énergie qui lui caractérise eh bien la transposition des kilowattheures en équivalent CO2 pour les usages liés au chauffage, à l'eau chaude sanitaire et à toutes les consommations du bâtiment, pareil sur 50 ans. Par rapport aux 50 ans, ça veut dire que les matériaux de construction ne doivent pas émettre, c'est ça? C'est quoi en fait précisément? Ça veut dire quoi? Qu'ils doivent être neutres en carbone? Ça, ce sera l'idéal, mais disons on compte leur empreinte environnementale. Donc chaque produit mis en œuvre est caractérisé par une donnée environnementale dont on reparlera après. C'est l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Donc on compte de la construction du produit jusqu'à sa déconstruction. Quelle est son empreinte additionnée à tout ce qui doit être mis en œuvre. Et il ne doit pas dépasser un certain seuil? Il y a des seuils à respecter en effet. Et ces seuils sont voulus ou prévus évolutifs. On sait déjà qu'on a une feuille de route avec des renforcements de l'exigence sur le carbone tous les 3 ans pendant une dizaine d'années. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci pour ce point. David et Benjamin, j'aimerais qu'on parle un peu des caractéristiques de vos produits. David, d'abord, c'est quoi finalement les atouts de la laine de roche et c'est utilisé dans quel cadre? Alors, la laine de roche, évidemment, c'est un isolant thermique. La laine de roche est connue pour ses excellentes propriétés thermiques, mais aussi elle est reconnue pour son comportement au feu extraordinaire, puisque c'est de la roche, donc la roche ne brûle pas. Également pour ses performances acoustiques, et puis surtout, c'est un matériau qui est dense. C'est d'ailleurs la densité qui permet d'avoir ces performances acoustiques, mais également la densité permet la durabilité du produit. Puisque vous savez que ce qui isole, c'est l'air. Donc si un produit est dense, il ne va pas se tasser et donc il va garantir son épaisseur et donc le maintien des performances dans le temps. Voilà. Et enfin, c'est un produit qui est recyclable surtout à l'infini parce qu'il est issu d'un matériau qui est de la roche volcanique, le basalte, extrêmement abondant sur la planète. Vous m'avez dit que c'était la barbe à papa du caillou, j'aime bien cette expression. C'est une bonne expression. Schématisé comme ça. À combien vous l'estimez la durabilité? Alors, aujourd'hui, on a pu mesurer que les performances d'une laine de roche sont identiques sur au moins 50 ans. Ça tombe bien, voilà, ce que vous disait Vincent. Tout à fait. Et les performances thermiques restent pendant 50 ans? Complètement. D'accord.
Benjamin, Derbigum, vous nous l'avez dit, c'est un groupe spécialisé dans les solutions d'étanchéité. On va être un peu plus précis peut-être. Comment est-ce qu'elles sont fabriquées et où sont-elles posées? Alors, nos membranes d'étanchéité, en fait, effectivement, on est un groupe spécialisé dans la fabrication de membranes d'étanchéité, plus particulièrement. Donc, elles sont fabriquées en Belgique. C'est un alliage de différents matériaux, donc c'est un mélange de bitume et de polymère dans lequel on va rajouter des armatures pour leur donner une stabilité dimensionnelle, des performances au poinçonnement, enfin voilà, des caractéristiques physiques. Et des huiles végétales, enfin, oui, après en fonction des produits. Non, mais il y a deux grandes familles en fait chez nous de membranes d'étanchéité. Il y a les membranes d'étanchéité bitumineuses, donc ce mélange de bitume et de polymère, et puis des étanchéités, des membranes qui sont synthétiques, où là, chez Derbigum, on a fait le choix de l'EVA, de l'acétate de vinyle. Donc c'est installé sur des toitures, terrasses? Alors principalement effectivement des toitures terrasses, mais on fait aussi de l'étanchéité sur des ouvrages d'art, sur des ponts, sur des parkings, partout où il y a besoin d'étanchéité. Même question pour David, c'est quoi la durée de vie d'une membrane Derbigum, Benjamin? Alors la durée de vie de la membrane dans sa phase de service, donc aujourd'hui elle a été auditée chez nous par un institut anglais qui s'appelle VBA. C'est le CSTB anglais, on va dire. Voilà, exactement. Ouais. Et ils ont donné une durée de vie dans sa phase de service qui est de plus de 40 ans. D'accord. Voilà. Donc on audite des chantiers qui ont été mis en œuvre dans les années 70 aujourd'hui, et on les audite régulièrement pour voir comment vit la membrane dans sa phase de vie, je dirais, terrain. Donc 45 ans, c'est ce que vous avez estimé à peu près sur... Aujourd'hui, on est sur plus de 40 ans. On a dépassé les 45 ans. On verra comment ça va vivre demain, mais on a bon espoir d'atteindre les 50. En tout cas, la durabilité, c'est dans la philosophie, j'allais dire, dans l'ADN un peu de Derbigum. Oui, la durabilité, c'est la philosophie de Derbigum dès le début. Effectivement, c'est le premier fondement pour nous de l'éco-responsabilité, de fabriquer un produit durable. C'est dans notre ADN, c'est clair. Et vous avez ajouté à ça l'éco-responsabilité? L'éco-responsabilité, elle est venue très rapidement chez Derbigum, mais c'est vrai que depuis maintenant une trentaine d'années, elle a pris une autre figure avec le recyclage. C'est aujourd'hui 100% des produits sont recyclés? Alors, ou sont recyclables, on va dire. En tout Exactement. C'est-à-dire que les membranes d'étanchéité que l'on met sur le marché, elles sont 100% recyclables. Il date de quand finalement ce virage éco-pionnier, j'allais dire, de l'entreprise? Le virage sur la partie recyclabilité des produits, il est arrivé il y a une trentaine d'années. On a eu à ce moment-là un directeur d'usine qui voyait très mal ces chutes de production. Il ne le vivait pas bien, oui. Ouais, il ne le vivait pas bien de voir ces chutes de production partir à la benne, comme on dit, en tout cas partir en déchets. Et il a mis au point une machine qui a permis, dans un premier temps, de recycler les chutes de production. Voilà. Et donc ça, c'était il y a une trentaine d'années. Et rapidement, il y a eu une prise de conscience chez Derbigum sur la disponibilité des ressources dans le futur, sur le besoin de faire mieux. Et donc, on est passé des chutes de production aux chutes de pose. Et puis, plus récemment, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, sur la capacité de recycler des anciennes toitures et des anciennes étanchéités. Et puis, vous êtes moins dépendant des coûts de matières premières, ce qui n'est pas neutre. Oui, il y a ça aussi, effectivement. C'est qu'on voit effectivement une inflation quasi continue des matières premières, et il y a effectivement un intérêt à se dire on récupère des anciennes étanchéités pour être un peu plus indépendant sur ce sourcing des matières premières. La laine de roche, c'est recyclable combien de fois, David? À l'infini. À l'infini? Eh oui. En fait, dans notre process même industriel, on recycle depuis toujours nos chutes de production. Sur le site de production, vous recyclez? Tout à fait. Comme Derbigum, en fait. C'est vraiment intégré au process de production. Et depuis une dizaine d'années, on propose un service qui s'appelle Rockcycle, qui permet de recycler les chutes de chantier.
D'accord. Donc on a au début principalement mis en place sur les chantiers de toiture-terrasse. Chantier neuf plutôt. Chantier neuf de toiture-terrasse. Aujourd'hui, ça se développe énormément sur les applications d'isolation thermique par l'extérieur. Et puis aujourd'hui, nous sommes capables de recycler de la laine de déconstruction. Sur la réno. Exactement. Bah tiens, justement, je vous propose qu'on parte dans les Hauts-de-Seine. On va voir un exemple de ce que vous venez de nous dire, David. On va voir comment se met en place ce service Rockcycle Rénovation, avec notamment le témoignage du maître d'ouvrage, en l'occurrence IRP, qui gère un parc locatif social. Regardez. Nous avons la chance d'avoir un isolant géosourcé qui est recyclable à l'infini. Aujourd'hui, les déchets utilisés en usine sont également réutilisés dans le process de fabrication. Donc on a voulu aller plus loin et effectivement être en mesure de récupérer les déchets générés par les chantiers. Le cycle est assez simple en fait. Lorsque vous avez un chantier de façade ou un chantier d'étanchéité, où vous avez une commande en fait de laine de roche, vous pouvez donc prendre l'option Rockcycle. En remplissant donc votre commande et la fiche Rockcycle, donc vous précisez que vous voulez en fait bénéficier de cette prestation de recyclage. Donc les semis viennent, nous livrent en grosse quantité. Du coup après, mes employés trient et récupèrent les déchets. À partir du moment où on a suffisamment de big bags remplis, nous appelons Recool, qui eux font venir un camion et viennent chercher tous ces sacs de big bags pour pouvoir les retraiter. C'est un service clé en main pour nos clients. Le seul effort qu'ils ont à faire, c'est d'avertir et de sensibiliser leur équipe de pose au tri des déchets. Que nous mettions les laines de roche dans des bennes tout venant ou que nous le mettions en big bag, c'est quasiment la même chose. L'avantage, c'est qu'on sait où partent les déchets et comment sont retraités ces déchets. Nous, ça nous permet de valoriser un chantier qui se passe bien et qui prend en compte les problématiques écologiques. Donc ça donne une image très très positive du chantier, à la fois pour nos partenaires, mais aussi pour nos locataires. Et ça, c'est très intéressant et ça crée un dialogue tout à fait différent par rapport aux contraintes chantier. On est très content aujourd'hui d'être en mesure de pouvoir étendre notre programme. Comme on peut le voir sur ce chantier, on est dans des zones beaucoup plus urbaines, beaucoup plus denses. Donc il a fallu adapter notre type de transport pour venir chercher en fait les déchets générés par ces chantiers. Donc avec des camions plus petits, nous sommes à même aujourd'hui de pouvoir proposer cette offre à l'ensemble des chantiers sur l'ensemble du territoire français. C'est des sujets qui sont importants, qui ne sont que trop peu traités aujourd'hui et c'est l'avenir de nos métiers que de se tourner vers ce genre de sujets. On est vraiment dans la démarche écologique et je pense qu'aujourd'hui, les chantiers d'aujourd'hui et de demain doivent être vraiment traités de cette manière. Voilà, c'était écrit en danois, mais on a tous compris évidemment. Ouais. Vous parlez le danois couramment. David, vous avez rencontré des difficultés à la mise en place de ce service, quand vous l'avez proposé? Alors, comme tout service de recyclage, le principe est de trier, c'est-à-dire de ne pas mélanger les matériaux dès le départ. Donc il faut sensibiliser les entreprises. Ouais. Les équipes de chantier? Exactement. Ouais. Ouais. Donc à un moment donné, voilà, il faut un peu d'impulsion de votre part. En même temps, si ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que ça représente quand même un coût supplémentaire pour l'entreprise, ou en tout cas pour le maître d'ouvrage? Quel est l'intérêt finalement pour lui? Alors, tout d'abord, si on veut être en phase avec les enjeux environnementaux, de toute façon, le tri est une démarche qui se généralise. D'ailleurs, on va... pour nous, à titre personnel, trier de plus en plus nos déchets ménagers. Et puis, il ne faut pas oublier que les entreprises ont des coûts de mise à la décharge de leurs déchets de chantier. Et c'est des coûts qui vont aller s'accroître de plus en plus. Donc au final, c'est quasi neutre, quoi, on va dire. Ah oui, ça peut même être intéressant. Plus intéressant. Ouais. Donc une question d'image aussi, importante évidemment. Benjamin, dans les années 90, chez Derbigum, vous affirmiez déjà, vous l'avez dit haut et fort à l'époque, que votre gamme était composée de produits recyclés. Est-ce qu'il y a 30 ans déjà, ça portait ce message? Je ne suis pas certain qu'à l'époque, effectivement, on le portait très fort parce que
parce que je crois qu'il y a 30 ans, la perception du recyclage, elle était fondamentalement différente dans la conscience collective. Ouais. Je pense qu'il y a un exemple assez simple, hein, mais c'est vrai que il y a une trentaine d'années, quand est arrivé les premiers papiers recyclés ou les choses comme ça, on avait plutôt une image, on va dire, qui n'était pas terrible sur la qualité. Bas de gamme, quoi. Exactement. Exactement. Bon, je pense que depuis aussi, technologiquement, les industriels ont énormément progressé, quoi. À quel moment, finalement, vous vous dites, bon, on va l'affirmer un peu plus fort? Alors, c'est arrivé, je dirais, il y a plus d'une dizaine d'années, où on a senti effectivement ce besoin, où aussi d'un point de vue technologique, on a avancé, on a été en capacité de retraiter toutes les chutes de postes. Donc on a étendu le réseau, on est allé chercher du volume, on a commencé à diffuser. Donc ça a commencé par des membranes qui étaient peut-être plutôt les pare-vapeurs ou les sous-couches, et puis c'est arrivé après dans les couches de finition. Il y a toute la démarche aussi, tout le besoin de certification, de montrer aussi notre capacité à bien connaître tous ces produits-là et à gagner en régularité. Donc voilà. C'est quand même votre produit, la Derby Gum NT, c'est ça, hein? Oui, c'est la gamme. Là, vraiment marque le virage quand même. Oui, complètement. Ouais. Le Derby Gum NT est arrivé en 2009 sur le marché français. Et là, c'est combien de produits recyclés à l'intérieur? Alors, ça dépend, mais sur les couches de finition, on est à 25% de matières premières recyclées dans le produit. Globalement, aujourd'hui, la base du recyclage, c'est donc des chutes de production, c'est ça? Chutes de production, c'est le début. Ouais. Donc, les chutes de poste. Donc, on a commencé à mettre un réseau en place. Alors, au départ, en périphérie de l'usine. Donc, on a l'usine en Belgique. Donc, on a choisi le marché belge, où on a mis en place des big bags chez tous les distributeurs pour effectivement récupérer ces chutes de chantier, avec tout le travail qui était dit sur le besoin de trier et le contrôle du triage qui est déterminant. Et puis petit à petit, le besoin de tonnage s'est diffusé, donc on a élargi le cercle à la Hollande, et puis en 2021, à la France, on installe 30 points sur le territoire français, 30 points de collecte. Et puis la déconstruction, donc maintenant. Ouais. La déconstruction qui est arrivée effectivement avec cette capacité d'aller récupérer des anciennes toitures et de les rapatrier à l'usine, et effectivement, et d'en faire un produit neuf. Plutôt sur des petites surfaces au départ? Vous êtes aujourd'hui sur des grands chantiers de réseau? Alors on est plutôt sur des grands chantiers. Je crois que le dernier en date très important, c'est une usine automobile de 180 000 m². On est aujourd'hui en phase de négociation sur un site de 50 000 m² pour récupérer une étanchéité qui avait été posée début des années 80. Ils démolissent l'usine pour en faire autre chose. Et donc, ce besoin, effectivement, cette capacité à recycler les matériaux a été vu comme étant un point très fort. Vous recyclez combien de tonnes par an aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est à un peu plus de 5 000 tonnes par an. Ouais. Ça évolue constamment, hein. On était à 4 000 tonnes il y a 2-3 ans. On a une capacité aujourd'hui qui est de l'ordre de 8 000 tonnes et on investit régulièrement sur ce marché-là. Enfin, on sait que ça va s'accroître. Ça ne va pas s'arrêter. Non, c'est que le début. Justement, je reviens là 10 ans en arrière. Vous me disiez que 2009, effectivement, il y a ce virage là avec le Derby Gum NT. Comment il a accueilli le produit à l'époque? Il y a un scepticisme, vous arrivez à convaincre? Pas trop. Non. Voilà, je pense qu'on avait un peu d'avance. Il faut mieux ça que d'être en retard. Oui, exactement. Mais bon, parfois, ça peut être compliqué. Non, je pense que sur le départ, effectivement, il y avait plusieurs problématiques. Il y avait une problématique de coût. C'était un produit qui était à l'époque plus cher. Il y avait une problématique de conscience collective, voilà, je dirais le sentiment, la sensibilité environnementale n'était pas la même. Et donc c'est un produit au départ qui a eu du mal à décoller. Et le changement, vous l'avez senti quand? Maintenant, là. À ce moment-là? Oui, c'est très récent. Ah ouais. Je dirais qu'effectivement depuis 2020 et 2021, on voit une accélération effectivement de nos volumes, hein, clairement, parce qu'il y a une sensibilité qui est différente, parce qu'il y a un besoin, parce qu'effectivement, il y a aussi sur le marché des gens qui se préparent à la réglementation à venir. Oui, bien sûr. Ouais. Tiens, justement, vous parlez de l'intérêt de certains clients. On va en rejoindre un qui est en direct avec nous. Il s'agit de Christophe Accard, qui se trouve d'ailleurs aux mines de Rungis. Christophe Accard, j'espère que vous êtes bien avec nous. Bonjour Christophe Accard. Bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation sur le marché de Rungis. D'abord, quelques mots sur le marché lui-même. Le marché de Rungis représente une emprise foncière de 240 hectares. À titre d'échelle, c'est la principauté de Monaco.
C'est 176 pavillons, bâtiments, entrepôts qui y sont implantés. Et ça représente 1 million de mètres carrés couverts. Et puis, dans le cadre de notre plan 2015-2025, nous investissons sur le marché de Rungis 60 millions par an dans la construction. Rungis, c'est quand même un marché qu'on peut qualifier globalement de vert depuis plusieurs années maintenant. Comment ça se traduit principalement, Christophe Accard? Alors, l'activité du marché de Rungis génère 50 000 tonnes de déchets de produits d'emballage, qui sont essentiellement du carton, cagettes, plastique, du polystyrène. Basé sur notre principe de l'économie circulaire, 100% de nos déchets de l'activité du marché sont valorisés. La première valorisation, qui est la valorisation des matières. Le tri, c'est plus de 50 000 tonnes de produits qui sont triés à l'année. Et puis la valorisation énergétique, qui concerne tous les produits qui ne peuvent être recyclés, qui sont souillés et qui font l'objet d'une incinération. Et puis enfin, les fermenticibles, qui sont dirigés vers des filières de méthanisation ou de compost. Par ailleurs, les invendus, les produits invendus mais consommables sur le marché de Rungis ne sont pas jetés. Ils sont confiés à des associations implantées sur le mine, permettant de répondre à notre volonté d'anti-gaspillage. Vous parlez de cette usine d'incinération donc sur le marché. Est-ce que l'énergie qui est produite sert à chauffer le marché? 27 000 tonnes par an de déchets non valorisés sont apportés à notre usine d'incinération. Cette usine permet de chauffer l'ensemble du réseau urbain du marché de Rungis, qui représente 60 km de réseau, ainsi que les communes avoisinantes au marché, à savoir la ville de Rungis, l'aéroport de Orly, ainsi que des quartiers de Choisy-Vitry, représentant l'équivalent de 5000 logements. Est-ce que cette approche du recyclage et de la valorisation que vous nous décrivez, vous l'avez également dans la construction, la rénovation du marché qui est d'ailleurs en cours actuellement? Bien évidemment, dans le cadre de nos travaux, nous systématisons bien évidemment la prise en compte de l'éco-conception et favorisons les propositions incluant des solutions de réutilisation des matériaux lors de la conception de nos projets. C'est notamment dans le cadre de nos campagnes de renouvellement de nos toitures terrasses sur le mine de Rungis, qui représentent 30 000 m² par an, que nous privilégions des produits applicables à froid, sans flamme et recyclables, correspondant aux produits proposés par Derbigum. Justement, quelle garantie vous souhaitiez avoir quant à ces produits utilisés sur cette rénovation? Alors bien évidemment, notre intérêt, c'est d'avoir un produit de recyclage le plus neutre possible sur l'économie circulaire, une durabilité des matériaux sans augmenter forcément la fréquence de la maintenance, et puis l'utilisation de produits qui ne génèrent pas ou peu de déchets, qui nous permettent ainsi de conserver des chantiers plus propres et plus sécurisés. Merci beaucoup Christophe Accard. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre témoignage. C'est incroyable, les chiffres de Rungis, ça donne toujours le tournis, la principauté de Monaco. Benjamin, vous nous rappeliez que le produit, il n'est pas plus cher, donc ça n'est pas qu'une question de prix. Non, clairement aujourd'hui c'est un produit qui est pas plus cher qu'un produit standard chez Derbigum, donc c'est pas une problématique de prix. C'est une combinaison de plein de choses? C'est une combinaison de plein de choses, c'est une combinaison la sensibilité des clients, ce qu'on a vu à Rungis. Ouais. Voilà, les habitudes aussi, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, mais effectivement ça commence à venir. Et puis la RE 2020 quand même, ce que vous disiez à un moment donné. La RE 2020, c'est clair que je suis persuadé que pour nous ça va être un moteur important, notamment dans le marché du neuf. Quel est l'impact en termes de CO2 du Derbigum NT? Alors l'impact en termes de CO2 d'une membrane Derbigum NT, elle est grosso modo 3 fois moindre qu'une membrane standard, qu'un système d'étanchéité standard qu'on retrouve sur le marché. Et ces chiffres, on peut les trouver facilement sur les fiches. Oui, complètement. En fait, ce sont des chiffres qui sont publiés sur la base IGNES, donc ce sont les FDES, les fameuses FDES qui sont publiées sur la base IGNES et donc qui sont à disposition des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour vérifier les chiffres que nous, industriels, on annonce. Très bien. Je voudrais qu'on parle avec Renaud Sanglier. Bonjour Renaud, merci de nous avoir rejoints. Il y a certaines normes qui évoluent, des besoins de clients qui évoluent également, on l'a entendu.
Le Derbigum NT, là, dont on parlait, ça a l'air évidemment de répondre à des besoins, des demandes actuelles des clients. Pourquoi ça séduit ce produit aujourd'hui? Nous, c'est une membrane qu'on aime beaucoup promouvoir, le Derbigum NT, notamment à travers tout le côté écologique qu'on a pu voir. C'est vraiment, il y a beaucoup de clients qui sont sensibilisés à ça, notamment avec l'arrivée de la RE 2020. Même au-delà de ce côté totalement écologique, vert de cette membrane, c'est une membrane aussi qui techniquement apporte des garanties qu'on ne trouve pas particulièrement sur d'autres systèmes d'étanchéité plus classiques. On a une pérennité qui est vraiment presque doublée. On a vu tout à l'heure 45 ans. Donc c'est vraiment une membrane que nous on aime bien proposer à nos maîtres d'ouvrage et qu'on aime bien mettre en avant. Et puis il y a le recyclage effectivement sur les chantiers en plus. Exactement. Exactement. Est-ce que en ce qui concerne la technicité du produit, c'est plus compliqué à installer? Est-ce que ça demande une formation spécifique? Par rapport à une membrane Derbigum classique, il n'y a pas vraiment d'une technicité supplémentaire à avoir. Par contre, entre une membrane APP, donc les membranes Derbigum, et une membrane SBS, qui sont des membranes plus classiques qu'on va trouver sur le marché, il y a une technicité, il y a une autre technicité à avoir. Il faut plus chauffer la membrane. Donc je sais que Derbigum a des entreprises qui sont agréées pour permettre la pose de ce produit-là. Également, il y a, même pour les entreprises qui ne sont pas agréées, je sais que Derbigum se plaît à venir sur chantier au démarrage et pendant la réalisation des travaux pour vérifier que la membrane est bien posée. Donc on a vraiment une maîtrise totale sur la qualité de l'ouvrage rendu en fait. Comment vous assurez, parce que tout à l'heure Benjamin nous disait qu'effectivement aujourd'hui, dans les déconstructions, il récupère effectivement les déchets. Comment vous assurez-vous quand le produit est installé, quand un bâtiment est terminé, que dans 45-50 ans, est-ce que ces produits, on pourra bien les récupérer, c'est-à-dire dans la déconstruction, et non pas les démolir et les jeter? C'est le cœur même en fait, du métier de maître d'œuvre. Nous, on nous engage pour vérifier la technicité des travaux sur site. Donc, on va démarrer déjà, on va venir proposer des produits aux clients. Donc, la plupart du temps, pour les étanchéités, c'est vrai qu'on aime bien promouvoir le Derbigum NT. Et ensuite, en phase chantier, on va venir se déplacer régulièrement sur site de manière hebdomadaire, même plus si nécessaire, afin de vérifier comment la membrane va être posée et vérifier que ça va bien être déconstructible et qu'on ne va pas avoir une démolition 40 ou 50 ans après. Donc pour vérifier vraiment que la membrane puisse être recyclable. Vous ressentez-vous cette appétence en ce moment, effectivement, dans le secteur là, pour On a beaucoup de clients qui commencent à devenir très sensibles à cette membrane-là. Merci beaucoup pour votre témoignage, Renaud. Vous voulez apporter un complément, Benjamin, par rapport à ce que vient de dire Renaud? Oui, je dirais qu'effectivement, c'est dans nos services et dans notre quotidien d'apporter aux maîtres d'ouvrage qui font le choix de nos produits, effectivement, d'assurer que techniquement les produits soient bien posés. Chez Rockwool, comment vous garantissez finalement le faible impact de votre produit, David? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que la vocation même d'un produit isolant est de limiter la consommation d'énergie et donc limiter l'impact sur l'environnement durant l'usage du bâtiment. Ensuite, Rockwool s'engage depuis un moment maintenant dans la justification de son empreinte sur l'environnement à travers la création des fameuses FDES, ces fiches de données environnementales et sanitaires. Ces fiches sont vérifiées par des bureaux indépendants et ensuite publiées publiquement sur la base INIES. Et ces nouveaux produits en laine de roche, ils ont combien de matières premières recyclées? Alors on peut aller jusqu'à 50% de matières. 50%. Ouais, 50% de matières premières recyclées dans nos produits. Et aujourd'hui, en 2021, on a plus de 130 FDES disponibles sur la base INIES. Chez Derbigum, Benjamin, qui sont les clients qui sont aujourd'hui les plus sensibles à la question de l'impact? Aujourd'hui, les plus sensibles, c'est clairement marché public. Ah oui? Ouais, et ils sont vraiment très sensibles. Marché privé aussi, des industriels, des gens qui gèrent un patrimoine sur du long terme. Là où aujourd'hui on voit que ça ne bouge pas trop, c'est tout ce qui est le marché du logement et du neuf. Parce que les bailleurs sociaux sont eux effectivement assez demandeurs. Mais on sait qu'avec la RE 2020 qui arrive, pas le choix. Oui, ça va venir. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Vincent, qui est revenu nous voir, Vincent Brère. On est d'accord, ce sera uniquement pour les permis de construire déposés après le 1er janvier que la loi entrera en vigueur ou pas? Oui.
Ça s'appliquera uniquement pour le d'abord, c'est ça. C'est ça. Et pour les permis de construire après le 1er janvier. On évoquait tout à l'heure ces fameuses fiches de données environnementales sanitaires, les FDES. Pour utiliser un produit sur un chantier à partir du 1er janvier, il devra avoir cette fiche-là ou pas? Alors c'est mieux s'il a cette fiche-là, on pourra le valoriser. Vous doutez bien qu'il y a des milliers de produits qui sont mis en œuvre dans un bâtiment, donc il y a une phase d'apprentissage et il y a des valeurs par défaut. En attendant, s'il y a des trous dans la raquette, on va dire par rapport à des produits, on peut utiliser des valeurs par défaut. D'accord, mais c'est mieux d'avoir la fiche. Évidemment, pas forcément un bon point ça valorise grandement le produit et si on n'a que des valeurs par défaut, on sera très pénalisé. Il paraît que l'État envisage un label pour encourager ceux qui seront les plus avancés dans la réglementation dans les mois, années qui viennent. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Oui, comme à chaque nouvelle réglementation, les pouvoirs publics mettent en place un label pour inciter une partie de la profession à prendre une longueur d'avance. Hein, la réglementation, c'est une voiture balai, c'est un minimum réglementaire et vous avez toujours des échappés qui essayent de faire mieux et donc ils peuvent s'appuyer sur un label. Ouais. Cette RE 2020, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, elle ne sera pas figée, elle doit monter en puissance. Vous pouvez nous dire à peu près quel est le calendrier là, des années à venir? Donc effectivement, il y a une... juillet, les bureaux, c'est ça, vous nous avez dit? Alors voilà, janvier le résidentiel, juillet 2022, bureaux et enseignement, et janvier 2023, le reste des constructions neuves. D'accord. Ensuite, les pouvoirs publics ont installé une phase d'apprentissage, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est assez nouveau pour une grande partie des acteurs. Il faut s'approprier les méthodes de calcul, les fiches FDES. Du coup, on a 3 ans, on va dire, où on est sur une approche pas trop contraignante. Et donc à horizon des permis de construire de janvier 2025, là il y aura un renforcement des exigences en termes de carbone, que ce soit sur l'enveloppe, sur la construction et sur l'énergie. Et ensuite, pareil en 2028 et encore en 2031, à chaque fois on va renforcer de l'ordre de 15 à 20% les ambitions. David, il y aura clairement un avant et après. Enfin, on le voit, on vous entend tout à l'heure, tous les deux, Benjamin et David. Oui, après RE, ça va évoluer et puis on continue d'alimenter la base Inès de nouvelles fiches FDES qui permettent d'alimenter les modules de calcul de cette fameuse RE 2020. Je voudrais qu'on prenne vos questions maintenant, puisque on vous le disait tout à l'heure, vous l'avez vu s'inscrire tout au long de l'émission. Vous pouvez nous poser vos questions via l'adresse rockwoolderbygum@gmail.com. Je vais regarder si on a déjà des questions qui nous sont arrivées. Une question pour vous, Benjamin. Comment prouver que votre membrane est meilleure dans la RE 2020? C'est la question pour aussi pour David. Ouais, c'est comment prouver la performance de la membrane. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est aller sur la base Ignies et regarder effectivement les différentes FDES. Et à partir de là, on a une lecture de la performance des différentes membranes et on voit celle qui a l'impact carbone la plus faible. Une question, David, même réponse. Mais oui, la FDES, c'est le seul document objectif qui existe dans le bâtiment et qui mesure l'impact environnemental d'un produit. Alors, une autre question, mais je ne les vois pas bien parce qu'elles sont cachées. Quel système d'étanchéité peut être mis en place avec cette membrane à base de bitume recyclé? Alors, la gamme NT, en fait, c'est une membrane d'étanchéité qui est semblable aux gammes traditionnelles. Hein, donc, on peut mettre en place exactement les mêmes types que les membranes classiques. Autre question, bitume pétrole, votre membrane s'affiche bas carbone, est-ce que c'est pas un peu du greenwashing? Ouais, c'est sûr que... Ah oui, mais ça, dès qu'on fait les choses bien... Non, c'est complètement logique. Parler d'écologie ou d'éco-responsabilité quand on travaille du bitume, a priori, c'est compliqué. Maintenant, il faut savoir que le bitume, c'est un produit secondaire du pétrole, hein, c'est-à-dire que c'est issu du raffinage et c'est le déchet. Donc on en fait deux choses, on en fait des membranes d'étanchéité, on peut en faire de la route aussi. Et puis après, c'est se dire, on a besoin de faire de l'étanchéité et c'est une technologie qui fonctionne bien. Maintenant, dans cette technologie, dans cette démarche industrielle, comment on fait le mieux possible? Et aujourd'hui, c'est justement tout l'enjeu du futur des membranes d'étanchéité bitumineuse pour nous, c'est de se dire que
ces membranes qui sont peut-être les premières technologies qui sont apparues, donc qui peuvent être catégorisées comme étant un peu anciennes ou vieillottes, en fait non, c'est le futur parce qu'on a la capacité de les recycler à l'infini. Et donc, on est vraiment dans cette boucle d'économie circulaire et c'est complètement nouveau dans notre domaine d'activité. David, pareil sur le greenwashing, parce qu'à force de mettre en avant effectivement la part de produits recyclés, la recyclabilité, la durabilité de vos produits, on va vous dire, vous en faites un peu des caisses, quoi, c'est ça? Je dirais que nos produits intrinsèquement ont toujours été recyclables. C'est vrai. Donc, quelque part, on communique plus dessus parce que c'est un peu plus dans l'air du temps et que les clients attendent ces informations. Mais la laine de roche a toujours été constituée de roche et donc naturelle par essence. Qu'est-ce qui pousse un industriel à faire rénover sa toiture avec vos produits recyclés en l'absence de réglementation concernant ses travaux? Question valable pour les deux. L'éthique, débat, David, ouais. Parce qu'on voit bien qu'il y a une tendance qui généralise, et tant mieux, parce que les enjeux environnementaux sont évidents pour la plupart des gens aujourd'hui. Et puis, voilà, des réglementations comme la RE 2020 qui tendent à soutenir ce virage qui est nécessaire. Benjamin? Moi, je dirais l'envie de mieux faire, ouais, c'est ça. On parle de la fin de vie des produits, mais réfléchissez-vous à limiter l'impact carbone au niveau de la production et du transport? Bonne question. Oui. Ouais. Alors, la production de notre laine de roche va de plus en plus être faite avec de l'énergie électrique décarbonée, parce qu'en France, on a la chance d'avoir l'électricité nucléaire décarbonée. Et puis, il faut savoir que notre usine française est située dans le Massif central, là où se trouve la roche volcanique en fait. Et donc, la grande majorité des produits d'étanchéité sont produits dans cette usine française. Et donc, on limite au maximum les imports et donc le transport de ces matériaux. Benjamin? Ouais. Alors oui, évidemment, on y réfléchit. Effectivement, chez Derbigum, on a déjà fait le choix de produire à 100% avec de l'énergie verte. Donc c'est un choix qui date maintenant d'il y a une dizaine d'années. Bien, on arrive quasiment au terme de cette émission. Deux dernières questions, enfin une question pour chacun. David, c'est quoi finalement le coup d'après, j'allais dire, pour Rockwool? À quel nouveau service ou produit vous réfléchissez aujourd'hui? Globalement, c'est de continuer nos efforts pour limiter l'impact carbone de nos produits, tant par leur performance. Ouais. Plus les produits sont performants et plus ils permettront de limiter la consommation des bâtiments, mais aussi au travers de leur production. Toutes les nouvelles usines du groupe vont aujourd'hui être avec des fours électriques. C'est aujourd'hui quelque chose d'acté dans le groupe. Benjamin, l'ambition, la marche supplémentaire pour Derbigum? Plus de recyclage, ouais. Donc ça veut dire plus de volume, mais ça veut dire aussi augmenter le taux de produits recyclés. De produits recyclés dans les produits. Effectivement, c'est tout l'enjeu à venir pour nous. Et en termes de pose de Derbigum NT, vous imaginez qu'il y en aura combien de posés d'ici aujourd'hui, que ce soit en tout cas le produit principalement posé? Oui, alors aujourd'hui, ça représente à peu près 5% de nos volumes. Donc vraiment, on est vraiment en démarrage. Moi, j'ai pour ambition, effectivement, que dans les 3 ans à venir, on soit à 50%. 50%. Ouais, c'est ambitieux, mais je pense qu'on peut être vraiment aidé par le fait que c'est une membrane qui ne coûte pas plus cher. Allez, tiens, une dernière question pour Vincent Brère. Est-ce que vous pensez que la RE 2020 va faire réfléchir à changer les modes constructifs? Oui, clairement. On l'a vu, ça embarque tous les professionnels du bâtiment. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, ça va être par palier. Ça va se faire de façon lente, naturelle, on va dire, et sans opposer les filières. C'est ce que veulent aussi les pouvoirs publics. À un moment donné, il y en aura pour tous les goûts et le bon matériau au bon endroit, c'est la clé de la décarbonation. Merci de votre présence, Vincent Brère. Merci aussi à Renaud Sanglier et merci à David et Benjamin de votre présence. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous proposé donc par Rockwool et Derbigum. À bientôt, merci, au revoir.